Les conditions requises pour l'apiculture ont été identifiées avec les Mangium et l'Auriculiformis, deux espèces d'acacia qui produisent l'un à l'autre les pollens et les nectars, éléments favorables dans le développement de l'apiculture. Pour ce faire, les habitants du village Nswansaku 2, dans la province du Kwango, ont fait savoir par cette initiation en agroforesterie le bénéfice que procure la présence de la forêt artificielle dans leur contrée. Acacia restaure nos terres. Ici, les espèces d'arbres disparus commencent à réapparaître. Les maniocs plantés à cet endroit ont produit des cossettes. Les plantes à chenilles ont régné. Nous avons remarqué la restauration du sol par ici. Il y a une dynamique que l'acacia crée. Sa présence sur le terrain, lorsqu'il se développe, il favorise donc, il constitue l'étape précédente, il prépare le stade pour l'étape à venir. Donc ça fait que lorsqu'il a vécu longtemps, il y a plusieurs espèces forestières qui commencent à apparaître. Souvenez-vous, je vais vous dire qu'il y a certaines espèces forestières qui nécessitent certaines conditions avant qu'ils se développent. Nous avons tenté plusieurs expériences à Mampo et ailleurs. Vous verrez dans la zone limite, immédiatement il y a la savane qui se développe après la forêt d'acacia. Il y a des espèces qui sont sous les arbres d'acacia, mais immédiatement dans la savane, vous ne trouvez rien. Ces espèces-là ne se développent jamais. Pourquoi? C'est parce que l'acacia a fait son travail, il a préparé les stades pour que ces espèces se développent. Parce que les espèces forestières ne se développent que dans des conditions forestières. S'agissant du défaut ou méfait de l'acacia sur le sol, l'ingénieur Jean-Claude Moulieli a tenu à éclairer l'opinion. Il y a des thèses qui ont contesté la plante, mais le problème est que beaucoup qui contestent se fient juste à la littérature sans avoir vu l'expérience ou vécu l'expérience ou l'exploitation ou les effets de cet arbre sur le terrain. C'est comme ça, nous avons toujours dit aux gens, il peut y avoir, si on balance entre les bienfaits de la plante et quelques méfaits qu'il pourrait apporter, si on met dans une balance, nous pensons que les bienfaits sont de loin supérieurs. Donc, les effets négatifs de l'acacia sont minimisables par rapport à tout ce qu'il pourrait apporter comme bénéfice ou comme effet positif dans la croissance. Et plusieurs personnes qui contestent l'acacia n'ont jamais vu une forêt d'acacia, n'ont jamais été dans une forêt d'acacia, n'ont jamais vécu dans une forêt d'acacia, mais en lisant, ils peuvent se mettre à développer des théories qui contestent tout. Plusieurs personnes qui ont contesté cette plante aujourd'hui sont dans l'agroforesterie avec acacia. Les experts de ce secteur précisent que cet arbre a une influence positive dans beaucoup de domaines de la vie, notamment l'agronomie, l'économie et l'environnement. Le tribunal de grande instance, par son verdict rendu, a confirmé l'invalidation de la lettre du 20 septembre 2020 de l'inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage portant permis de pêche sur le lac Édouard. Par une requête, la LAT congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, la CEDECH, a saisi le tribunal de grande instance par le biais de son conseiller pour obtenir la confirmation de l'invalidation de la dite lettre en violation de l'article 25 de la loi relative à la conservation de la nature. Selon cette loi, toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées. Sous réserve de dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampons. Pour la CEDECH, cette correspondance dangereuse porte atteinte à la loi de la RDC, spécialement la loi sur la conservation de la nature, la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et à la Constitution de la République, mais aussi elle foule aux pieds les conventions internationales sur la biodiversité, les différents accords entre la RDC et l'UNESCO. Selon son secrétaire exécutif, Olivier Ndolé, il s'agit d'une victoire verte, le triomphe du droit au Nord Kivu, parce que le jugement ou les décisions sont rendues à la volonté et au respect de l'état de droit. Le permis de pêche peuvent être acceptés par d'autres lacs, sauf celui du lac Édouard. Le lac Édouard, comme entité écosystémique, partie intégrante du parc national de Virunga, faisant face à plusieurs dangers qui relèvent de certains membres de communautés locales et certains éléments de force et groupes armés, a droit à une protection, laquelle devra être faite par les instances judiciaires lorsque ces droits sont violés. Galerie forestière. Formation naturelle comprenant des grands arbres se développant le long des cours d'eau, une flore et une faune endémiques, ajoutée à un patrimoine biologique d'une diversité exceptionnelle, constitue une richesse écologique pour la République démocratique du Congo.
Malheureusement, la pression anthropique exercée sur ces ressources naturelles, notamment les besoins croissants en énergie et des nouvelles terres agricoles, a conduit à la destruction alarmante de ces écosystèmes. Nous avons un massif forestier estimé à plus ou moins 145 millions d'hectares. Mais le pays n'est pas desservi correctement en énergie électrique, d'où le besoin croissant de la population à pouvoir prélever en forêt, dans les galeries forestières, le bois d'échauffe et le bois pour faire le charbon de bois. Donc il y a une demande extrêmement importante en énergie et que la population est poussée à mener des activités qui détruisent nos forêts. D'où l'importance de l'agroforesterie, surtout dans la périphérie des grandes villes et centres urbains. Agroforesterie. L'expérience du centre forestier des Mampou, à 170 km à l'est de la ville de Kinshasa, au cœur du plateau de Bateke, en est une belle illustration. Un partenariat RDC-Union européenne, finalisé dans son exécution par la Fondation Ansaïdel et qui a permis la conversion de plus de 7500 hectares de savane en bois d'acacia et parcelles agroforestières, aujourd'hui gérées durablement par plus de 300 familles exploitants et plus de 3000 saisonniers. La Fondation Ansaïdel est l'exécutant de ce programme. Elle travaille en étroit partenariat avec le ministère de l'Environnement du Congo. Elle est surtout à l'origine de l'implantation des fermiers. C'est elle qui a choisi l'implication des populations dans l'exploitation de la forêt de Mampou. À Mampou, l'agroforesterie a permis la sédentarisation de plusieurs centaines de familles tout en contribuant d'une façon significative à leur niveau de vie. Avec l'agroforesterie, nous contribuons à l'amélioration de notre environnement. Avec l'agroforesterie, nous pouvons bien gérer notre sol. C'est le développement durable. Avec l'agroforesterie, nous pouvons augmenter notre production agricole. L'agroforesterie joue un très grand rôle sur le plan social, économique et écologique. Et en tant que telle, l'agroforesterie aide les populations riveraines et même urbaines à pouvoir bénéficier de l'apport de cette activité par la fourniture de l'énergie bois, par la fourniture de charbon, par la fourniture de produits vivriers. Selon les experts, la consommation annuelle de Makala et des bois de feuilles en RDC correspond à la dégradation de 4000 hectares de savanes et de forêts naturelles. Il faudrait multiplier les sites de Mampou par 100 pour couvrir les besoins en énergie de Kinshasa. Ce centre forestier est donc un modèle à suivre, à soutenir et à multiplier à travers la République démocratique du Congo pour la restauration de ces écosystèmes. La lutte contre le réchauffement climatique est une affaire de tous. Pourtant, en République démocratique du Congo, ce slogan n'est pas pris en compte par les activités exercées par l'être humain. Par exemple, la déforestation est une pratique exercée en plein jour. Certaines personnes pratiquent la déforestation pour l'exploitation frauduleuse de certains bois d'arbres, et ce, pour la fabrication de l'instrument musical appelé tam-tam, qui est considéré par beaucoup comme un véritable instrument traditionnel. On entre dans la forêt, on paye l'argent pour couper les arbres. Ce sont les chefs coutumiers qui perçoivent l'argent et nous donnent l'autorisation de couper les arbres pour fabriquer les tam-tams. Ensuite, on l'amène à Kinshasa dans la commune de Massina où on met le bois taillé, la peau de la vache et on le vend. L'exploitation forestière et l'extraction du bois représentent les principales causes de la rareté de la pluie dans certains coins du pays et créent de fortes chaleurs. Retrouvé au quartier 1 dans la commune de Massina, Michel regrette de la distance effectuée pour l'achat des tam-tams par manque d'arbres dans son milieu. Je viens de Bita, dans les plateaux de Bateke. Je suis venu acheter les tam-tams ici parce que chez nous, la forêt est trop exploitée. Il n'y a plus d'arbres avec lesquels on peut fabriquer les tam-tams et cela crée des conséquences graves parce qu'au moment où je vous parle, on est le 20 octobre, jusqu'à présent, il n'y a pas eu la pluie. Cela montre déjà le signe de changement climatique. Le fait de couper les arbres a perturbé le climat. Depuis qu'on attendait la pluie jusqu'à présent. Le reboisement devrait être une pratique importante. Après la déforestation, lui qui a longtemps travaillé dans cette vie de la fabrication des tam-tams, Glody,
artiste artisanal n'a jamais pensé à cette pratique. Après la déforestation, moi personnellement, je n'ai pas reboisé. Cette pratique n'est pas la mienne. Comme c'est la forêt, il n'y a pas de gens. Et pourquoi je vais reboiser? L'impact réel de cette pratique est si visible sur la vie sociale congolaise. Une raison pour le gouvernement congolais de commencer à penser à trouver la solution pour sauver nos forêts. Pourquoi pas à organiser directement les états généraux de la forêt pour réguler ce secteur. Le lavage des mains est une pratique quotidienne non négligeable pour prévenir certaines maladies dans l'organisme. Dans son adresse à la nation congolaise, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a souligné que le lavage des mains doit devenir l'affaire de tous afin de susciter un intérêt collectif autour de l'enjeu de l'heure, la pandémie de Covid-19. Les enseignements de l'année écoulée ont souligné la nécessité d'une action collective pour remédier une fois pour toutes à la négligence historique des investissements des politiques et des programmes d'hygiène des mains. La pandémie Covid-19 a mis en évidence le rôle essentiel des mains comme barrière à la transmission de la maladie ou comme facteur favorisant selon que la pratique de l'hygiène est bonne ou mauvaise. C'est d'ailleurs l'intérêt du thème de cette année qui rappelle la nécessité pour nous de prendre des mesures immédiates en matière d'hygiène des mains dans tous les milieux publics et privés pour reprendre aux défis actuels et contrôler ce mal planétaire qu'est la Covid-19. En croire le docteur Jean-Jacques Mbongani, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ne ménagera aucun effort pour mener des actions de sensibilisation aux pratiques familiales essentielles et en particulier à la pratique du lavage des mains à l'eau et au savon afin d'en faire un réflexe pour tous. Les familles, les écoles, les centres de santé, tous les lieux publics doivent se doter de dispositifs minimaux permettant d'accomplir ces gestes salutaires de se laver les mains au savon. Chers compatriotes, la majorité de grandes familles démunies ont du savon à disposition dans leur ménage, utilisé pour la vaisselle, la lessive et nettement moins utilisé pour l'hygiène des mains. Dans le comportement habituel, cela pourrait sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale en réduisant de près de 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës. Tout en affirmant que le lavage des mains au savon est un moyen le plus efficace et sûrement le moins onéreux pour prévenir plusieurs maladies diarrhéiques et respiratoires, les spécialistes en santé laissent entendre que l'ampleur des dégâts causés par le non-respect des règles d'hygiène et d'assainissement est grande. Ces maladies sont la cause des décès chaque année de 3,5 millions d'enfants avant l'âge de 5 ans dans les pays en voie de développement et 22 millions de jours de classes perdues chaque année dans le monde à cause des rhumes, des diarrhées et autres maladies contagieuses. L'UNICEF estime que la diarrhée tue 1 million d'enfants chaque année et que les maladies liées à la respiration coûtent la vie à 1,2 million enfants. Signalons que le 15 octobre de chaque année est dédié à la journée mondiale du lavage des mains. Pour cette année, les thèmes retenus au niveau national étaient mains lavées, vie sauvée, et au niveau international, notre avenir est à portée des mains, avançons ensemble.